Selon un sondage paru dans le Toronto Star samedi le 10 septembre dernier, 2 Canadiens sur 3 veulent un test des valeurs pour les immigrants. 67% des répondants désirent que les immigrants potentiels soient testés pour des valeurs anti-canadiennes. Le résultat de ce sondage fait écho à l'idée controversée de la candidate à la direction du Parti conservateur, Kelly Leitch, qui a proposé de dépister les immigrants aux valeurs anti-canadiennes, et aussi à la fameuse proposition de François Legault auquel vous faisiez référence. Véronique Côté, c'est le chef de la CAQ au Québec, qui a déclaré le 29 août dernier vouloir imposer un test des valeurs aux immigrants pour bloquer le port du burkini au Québec. Des exemples qui laissent quand même présager une peur de l'autre, de plus en plus répandue au pays, dont on peut témoigner, parce qu'on reçoit beaucoup de critiques à l'émission concernant les propos de certains collaborateurs qui se font traiter de multiculturalistes parce qu'ils font preuve d'une certaine ouverture envers l'islam notamment ou envers les immigrants. Alors, il y a une vraie peur. Il faut la considérer, il faut en parler et se demander si nous sommes encore capables de vivre ensemble, comment être ouverts aux autres, comment vivre dans une certaine forme de tolérance et d'exercer nos droits et nos devoirs de citoyens dans une démocratie en santé. Ce sont les questions justement qu'explore le philosophe Jocelyn McClure. Il est professeur à l'Université Laval. Il est collaborateur de cette émission dans un ouvrage intitulé « Retrouver la raison ». C'est un recueil de textes parus au cours des dernières années qu'ont lu pour nous la journaliste Francine Pelletier, documentariste et chroniqueur au quotidien Le Devoir, et Pierre-Luc Brisson, candidat au doctorat en histoire ancienne à l'UQAM. On vous accuse, vous, d'être un multiculturaliste, d'ailleurs, Pierre-Luc Brisson. Dans les médias sociaux, notamment. Je suis le premier à l'apprendre. Oui, oui, c'est vrai, on m'a interpellé publiquement. On m'a dans un texte paru dans le Huffington Post récemment. Auquel je répondrai lorsque j'aurai Oui, mais il s'agit quand même d'en tenir compte, Francine Pelletier. On peut pas faire comme si ça n'existait pas. Moi, je suis targuée de ça tout le temps et de fédéraliste aussi. Oui, ça, on m'en accuse aussi. Oui, absolument. C'est l'objet de ma chronique demain, où je cite abondamment Jocelyn McClure, d'ailleurs, parce que je trouve qu'il y a une véritable hantise au Québec du multiculturalisme. C'est sorti tout droit du cœur de Satan, en l'occurrence Pierre Elliott Trudeau, et on comprend pas d'abord que ça vient avant, ça vient de la commission d'enquête sur le bilinguisme et le multiculturalisme avant Trudeau, et que c'est Brian Mulroney qui a passé une loi sur le multiculturalisme, et surtout que nous pratiquons ici aussi exactement la même chose. On se targue d'interculturalisme, mais comme le dit Jocelyn dans son livre, c'est une théorie. Nous avons en fait les mêmes normes par rapport aux immigrants. Bon, en ce moment, ce qu'on voit, et de là les appels un peu vicieux par moment, on voit que certains politiciens veulent revenir en arrière. Le Parti québécois, Jocelyn McClure en parle aussi dans son livre. Avec la fameuse charte des valeurs. Non, le Parti québécois de René Lévesque, au début, proposait la convergence culturelle que grâce, merci Gérald Godin, ils ont renié parce qu'elle était vue comme assimilatrice. Qu'est-ce que ça voulait dire, cette convergence culturelle? Ça voulait dire qu'on voulait que les immigrants deviennent de bons Québécois le plus vite possible. Alors, ils avaient tellement peur d'être... départissent de leur bagage culturel, au fond. Comme certains commentateurs en France le proposent, parce que la France a une politique assimilatrice. Mais à l'époque, et c'est pour montrer à quel point l'époque a changé, à l'époque, on a eu peur, effectivement, qu'une telle politique montrait un certain nationalisme ethnique. 40 ans plus tard, on n'a plus peur de ça, au contraire. Et la CAQ et le Parti québécois, Jean-François Lisée, lui, propose la concordance culturelle maintenant. Donc, il y a un retour en arrière, et c'est une des grandes choses que Jocelyn McClure fait très bien dans son livre. Il remet les pendules à l'heure, notamment en disant, en parlant du jeu dangereux du Parti québécois, qu'il est bien révolu le temps où le nationalisme proposé par le Parti québécois est un nationalisme ouvert sur la diversité qui incluait les immigrants. Mais c'est intéressant qu'on débute cette discussion-là sur le thème du multiculturalisme, parce que je pense que ça dénote très bien les dérives du débat public présentement quand on accuse quelqu'un de multiculturaliste comme si l'idéologie multiculturelle était une tare en soi. Je ne suis pas multiculturaliste. Personnellement, je pense que
en effet, il y a au Québec une culture distincte, une langue distincte et que ça doit être le socle de notre discussion politique commune. Est-ce que vous êtes en faveur d'une société laïque, par exemple? Mais le Québec est une société laïque, je veux dire. Ce dont je ne suis pas en faveur, c'est de la laïcisation des individus sur une base privée, donc de la sécularisation des citoyens. Et on m'accusait justement, notamment dans cet article du Huffington Post, de faire le jeu des islamistes radicaux fascistes. Bon, je vais passer sur ce délire, mais revenons sur la question du multiculturalisme. Quand on assène une idéologie, quand on assène quelqu'un, quand on l'accuse d'être multiculturaliste comme si c'était une tare en soi, il y a un problème avec le débat public. Ceci dit, et là où Jocelyn McClure pose une question qui est intéressante dans ce bouquin-là, c'est supposons en effet que le multiculturalisme ne soit pas la meilleure politique d'intégration pour la société québécoise, et il est loin d'être convaincu d'ailleurs que ce soit le cas, soit dit en passant. Que fait-on de la gestion de la diversité? Parce que la diversité, c'est un fait. Je veux dire, on est confronté à des problèmes de diversité culturelle, religieuse, parfois linguistique. Comment on l'ordonne? Alors, ce n'est pas en assénant que le multiculturalisme, c'est en effet un homme de paille auquel il faut se confronter. Et aussi, surtout, on peut critiquer, bien sûr, le multiculturalisme comme toute autre philosophie ou politique d'immigration. Mais il fait référence, d'ailleurs, Jocelyn McClure toujours, au fait qu'il y a des études qui montrent que c'est au contraire quand on respecte la diversité culturelle et la culture des immigrants qu'ils sont plus susceptibles de s'intégrer comme on les veut, de s'assimiler en d'autres mots. Plus on essaie de les neutraliser, plus le réflexe, c'est de le sortir le hijab, de le sortir le burkini. Donc, c'est un pensez-y bien, mais il faut surtout, et là, j'invoque l'esprit de notre gentleman philosophe, parce que pour moi, c'est comme ça que vous l'avez baptisé, gentleman philosophe, Jocelyn McClure. C'est vraiment... Ça lui va bien. Si j'avais à trouver un titre pour son livre, je pense que je l'intitulerais plutôt « L'éloge du juste milieu », parce que c'est vraiment là... Il en veut à la radicalité ou à la radicalisation de certaines idées. Dans une posture conciliatrice. Oui, voilà. Mais il n'y a pas tort. Il y a une certaine polarisation des débats. On s'écoute plus aujourd'hui. On s'accuse mutuellement. Puis il n'y a pas vraiment de dialogue. Là. Je suis pas sûre que je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire que je suis d'accord qu'il y a des dérapages, notamment dans les réseaux sociaux, des dérapages notamment sexistes et violents. On fait facilement les coins ronds parce qu'on n'a pas le temps de tout expliquer ou parce qu'on s'en fout. Et on parle certainement pas assez d'international. Mais si je pense... C'est une règle des émotions aussi, là, Francine. Là. Oui, on n'est pas dans la profondeur et la réflexion. Mais est-ce qu'on l'était beaucoup davantage il y a 30 ans? Ça, c'est une bonne question. Vous dites non, Louise Turcot? Non, on ne l'était pas. Je suis sûre qu'on l'était pas. On n'est pas là pour témoigner, lui, en tout cas. Les réseaux sociaux nous offrent pas seulement des insultes et de l'indication et de l'indignation facile. Ça nous offre des bijoux d'avenues, de lecture, de découvertes. Et c'est là où McClure intervient quand il dit, justement, dans la première partie de son bouquin, il y a une nécessité aujourd'hui, à cause de la démultiplication des plateformes sur lesquelles on peut intervenir et établir une opinion, il y a une nécessité pour des intellectuels, pour des philosophes, justement de sortir de l'université, d'arrêter de produire des savoirs qui ne sont intelligibles qu'entre universitaires et intégrer le débat public pour justement se donner une espèce de pause, une espèce de réflexion. C'est la prétention des universitaires, des philosophes ou des chercheurs en sciences humaines d'analyser la société. Ben justement, prenons un pas de recul et intervenons sur ces plateformes-là. Parce que, comme le dit McClure, ne pas y intervenir, c'est laisser la patinoire, justement, à tous ceux qui, d'un camp ou de l'autre, peuvent adopter des postures qui sont indéfendables. Je vais me faire l'avocate du diable. Est-ce que le juste milieu, ça n'empêche pas que le débat soit en mouvement, Francine Pelletier? Est-ce que, par exemple, les féministes dont vous faisiez partie, vous, à la fin des années 70 et des années 80, ce qu'on appelle le deuxième mouvement, si vous n'aviez pas été d'une certaine façon radicale, est-ce que les choses auraient avancé? Oui, j'ai un peu de difficulté avec l'allergie, la supposée allergie de Jocelyn McClure au radicalisme, parce que il s'en prend, par exemple, aux progressistes qui prônaient la gratuité scolaire. Il s'en prend à Naomi Klein dans sa défense du changement climatique. Il s'en prend au discours contre l'austérité. En faisant fi
du fait qu'on ne change pas les choses. Et pour revenir à votre exemple du féminisme, quand le train sort de la gare, il faut que ça siffle très fort. Il faut mettre oui, les poings sur les tables. Il faut crier. Et le radicalisme, sans le radicalisme, il n'y a aucun mouvement qui commence ou qui va quelque part. À un moment donné, il faut modérer ses transports et c'est toujours difficile de savoir à quel moment. C'est quand ce moment-là. Mais le radicalisme est absolument essentiel à changer les choses. Et quand on pense justement au changement climatique et dans, excusez l'expression, la merde dans laquelle on est en ce moment, si on n'est pas radical par rapport à ça, on est tous morts et la planète avec nous. Naomi Klein est anticapitaliste, en fait. Elle est anticapitaliste, mais elle démontre très bien comment le capitalisme fait partie du problème. Oui. Alors, comment solutionner ça si on n'est pas radical, en effet? La question est intéressante parce que, et pour moi, c'est le principal angle mort de la philosophie politique de Jocelyn McClure, justement, c'est qu'il évacue, par exemple, tous les grands courants philosophiques, politiques, économiques qui, justement, ont mené certains groupes à adopter aujourd'hui une posture radicale. S'il y a besoin d'avoir posture radicale aujourd'hui, c'est parce que depuis le début des années 80, la vague du néolibéralisme a soufflé en Occident, en Amérique du Nord et en France. Et Jocelyn aime bien les institutions, le jeu démocratique, la transformation par le jeu démocratique, mais encore faut-il qu'il y ait de l'espace pour la transformation. Oui. Quand on regarde, par exemple, comment aujourd'hui aux États-Unis, le jeu politique est complètement bloqué, cadenassé par le fait qu'il faut investir des centaines de millions de dollars pour se lancer, ne serait-ce que dans une course à la présidentielle. On ne peut pas considérer que les institutions démocratiques suffisent et soient le meilleur moyen de transformation. Oui, bien entendu. Alors, il s'attaque aussi à cette fameuse, disons, fatigue de l'idée d'une indépendance au Québec. On est dans le déploiement de cette idée, dans cette course à la chefferie du Parti québécois. Est-on indépendantiste? Est-ce qu'on fait un référendum au cours des 6 premiers mois? C'est une idée qu'on ramène. Est-ce que c'est une idée qui a vieilli à son sens? C'est une idée. C'est un des moments forts du livre. Je suis d'accord. On est d'accord, Pierre-Yves et moi. C'est un des moments forts du livre parce qu'on entend constamment cette idée, la fatigue, la fameuse idée du baraquin, que c'est parce qu'on est trop aliéné au Québec, qu'on a intériorisé profondément le mépris des anglophones, du méchant anglais à notre égard, et on est trop faible pour se lever debout et vraiment faire notre indépendance. Et on revient toujours avec cette idée-là encore aujourd'hui parmi ceux qui rêvent de l'indépendance bientôt, alors que, comme Jocelyn le dit très bien, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est franchement parce que l'oppression a changé beaucoup de visage notamment. De visage au Québec. L'État fédéral a été relativement généreux face au Québec. Il y a beaucoup de lacunes, il y a plein de choses à critiquer, mais quand même, il faut admettre que 40 ans après la Révolution tranquille ou 50 ans après la Révolution tranquille, on a développé le Québec politiquement, socialement, économiquement. Et ça, c'est très intéressant comme thèse. Et c'est une thèse que notamment l'historien Jocelyn Letourneau avait aussi défendue récemment, de dire que si les gens ne sont pas intéressés à la question nationale, c'est peut-être parce que le Québec se comporte de plus en plus comme une nation normal, qu'on a réussi à édifier un État-nation avec des institutions fortes qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la nécessité de l'indépendance n'est plus aussi criante qu'elle l'était dans les années 60 et que si on veut relancer le discours indépendantiste, il faut encore faut-il l'actualiser. Et là, je trouve que Jocelyn Letourneau marque un point très intéressant et pour moi, la dernière partie du bouquin... Vous voulez dire McClure? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit Letourneau. Oui, il y a trop de Jocelyn. Et c'est là que je trouve que Jocelyn McClure, justement, marque un point intéressant. Moi-même étant indépendantiste, coming out. Je ne suis ni multiculturaliste, ni fédéral. Vous êtes indépendantiste, vous l'avez dit. Oui. Donc, moi-même, ça m'interpelle parce que les gens de notre génération ne sont pas du tout dans cette logique d'aliénation-là. Moi, je ne la ressens pas, par exemple, c'est-à-dire la vingtaine, génération. ceux qui ont la vingtaine aujourd'hui, dont vous faites partie. Ce sera votre anniversaire, d'ailleurs, très bientôt. Vous allez passer le cap des 28 ans. Alors, retrouvez la raison. Cet essai de Jocelyn McClure, c'est publié chez Québec Amérique. Francine Pelletier et Pierre-Luc Brisson, merci beaucoup de l'avoir lu. Toujours un plaisir. Alors, on vient d'évoquer la campagne présidentielle américaine, une campagne marquée, on le sait jusqu'ici, par les dérapages, les outrances verbales, parfois les contre-vérités que véhicule allègrement le candidat républicain Donald Trump dans ses interventions publiques.
Et on peut se surprendre du fait que ça ne semble pas lui porter un grand préjudice jusqu'ici auprès de l'électorat américain, puisqu'il demeure malgré tout dans la course et même bien en selle. Des mensonges, des mythes, des affirmations non fondées, on en retrouve évidemment en très grand nombre dans le débat politique, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. On l'a vu d'ailleurs durant la campagne du Brexit il y a quelques semaines de cela, et aussi chez nous au Canada. Alors, ce qui fait dire à certains observateurs, comme Catherine Viner, par exemple, qui est rédactrice en chef du Guardian en Angleterre, ou encore mon collègue Antoine Robitaille du Devoir, qu'on serait passé à l'ère du post-factualisme. C'est-à-dire à une époque où, dans l'univers médiatique, dans la discussion démocratique, la vérité, les faits avérés sont de moins en moins valorisés et deviennent même secondaires. Et pour justement réfléchir à ce phénomène-là, j'accueille en studio Jocelyn McClure, qui est professeur au département de philosophie de l'Université Laval et auteur notamment d'un ouvrage qui paraîtra en septembre et qui s'intitule « Retrouver la raison, essai de philosophie publique », publié chez Québec Amérique. Monsieur McClure, bonjour. Bonjour. Monsieur McClure, est-ce que vous pensez effectivement qu'on est passé collectivement à l'ère du post-factualisme? Ouais, je pense que cette thèse-là capture un aspect important de notre réalité aujourd'hui, clairement quelque chose qui a changé dans notre univers mental et dans notre discussion publique aussi. Je pense que l'adage qui était largement accepté auparavant, disant que chacun a droit à ses opinions, étant donné la liberté de penser, la liberté d'expression, mais personne n'a droit à ses faits. Je pense que cet adage-là n'est plus largement respecté aujourd'hui. Et pourtant, c'est une condition essentielle à toute discussion ou réflexion rationnelle. Un fait, qu'est-ce que c'est de façon la plus simple? C'est un jugement de fait, c'est une description d'une partie du monde tel qu'il est. Donc c'est un état de fait, c'est le monde tel qu'il est, indépendamment de nos opinions, de nos attitudes, de nos valeurs et ainsi de suite. C'est comment le monde est indépendamment de nous. Si on respecte pas ces faits, ces réalités, c'est impossible d'avoir une discussion rationnelle. Puis il est vrai, me semble-t-il, que dans la discussion publique aujourd'hui, dans la plupart des démocraties du moins occidentales, les frontières de ce qui est accepté ont changé. Puis effectivement, les discours qu'on aurait jugés vraiment outranciers avant, aujourd'hui, font partie de la discussion publique. Et on en a eu quelques beaux exemples tout récemment. Je pense à Monsieur Trump, justement, auquel je faisais allusion un petit peu avant, qui balance toutes sortes de vérités qui n'en sont pas du tout, sur le chômage, par exemple, à 40 et quelques %. Durant son discours d'acceptation, justement, de sa nomination à la Convention républicaine, parlant de la hausse de la criminalité aux États-Unis continue, alors que dans les faits, c'est tout à fait le contraire. D'ailleurs, il y avait une analyse qui montrait que dans l'ensemble de son discours, il y avait quelque chose comme il y avait une analyse, 78% de fausseté. C'est quand même incroyable. Est-ce qu'il y en aurait davantage qu'avant, là, à ce moment-là, ou quoi? C'est du moins l'impression que l'on a. Je pense qu'il s'est passé quelque chose. Si on pense, moi je suis pas un conservateur, mais les formes de conservatisme défendues par les Thatcher ou Reagan ou Bush père, par exemple, me semblaient quand même plus rationnelles que le néoconservatisme qui est né avec l'administration de Bush fils, entre autres. On a l'impression que depuis ce temps-là, il y a eu une mutation progressive dans le discours public qui fait en sorte qu'effectivement on peut s'en tirer, même en colportant donc des vérités, en baratinant et ainsi de suite. Donc il y a eu une mutation, me semble-t-il, depuis ce temps-là, une mutation donc qui s'explique pour différentes raisons. Je pense qu'il y a des causes à la fois institutionnelles mais aussi des causes qui relèvent même du fonctionnement même de l'esprit humain. Mais on peut s'en surprendre un peu, Monsieur McClure, parce que on est à une ère, on le sait, d'information, d'accès universel et automatique justement à des tas de données. Donc on pourrait penser a priori que le débat public va se rationaliser. Or, c'est pas forcément le cas. Non, je pense que ça, c'est une grande source de perplexité, puis peu d'entre nous l'avaient prédit, me semble-t-il. Surtout, je me replonge là dans l'optimisme post-guerre froide, post-effondrement du mur de Berlin, où on pensait qu'il y aurait un approfondissement au fond de la culture démocratique en Occident et ailleurs. Je me rappelle qu'on misait beaucoup sur l'idée de la délibération démocratique. On voulait rendre nos systèmes démocratiques plus délibératifs en faisant le pari que si les citoyens
citoyens ont la chance de discuter rationnellement entre eux, que des décisions plus sages, plus éclairées seraient prises par nos élus. C'est pas une ligne continue, c'est pas un continuum. Exactement. Donc aujourd'hui, en plus, comme vous le dites, on est dans cette société qualifiée de l'information, où l'information est plus accessible que jamais. Mais il y a des formes aussi d'irrationalité qui se sont immiscées aussi et qui s'imposent. Donc il y a aussi une sorte de nouvel âge de la déraison qui s'installe, puis qui rend donc le portrait très très compliqué. Alors comment essayer de comprendre ça? On dit que ça coïncide par exemple avec un déclin important des médias de masse. Est-ce qu'il y a un rapport avec ça? Ouais, je pense qu'il y a des causes qui relèvent clairement de ce qu'on pourrait appeler notre architecture sociale, nos ensembles de pratiques, de pratiques et d'institutions, y compris donc l'état des médias aujourd'hui, puis la montée en puissance évidemment de nouvelles technologies d'information. Évidemment, on pense tout de suite à l'Internet 2.0, aux médias sociaux, aux blogs qui nous permettent toujours de réagir dans l'immédiat. Mais ça change radicalement les choses parce que on pourrait vous rétorquer que la démagogie, le sophisme, ça date pas d'hier, ça. Exactement. Il y en a toujours eu. Oui. Mais est-ce que là, le fait, l'arrivée comme ça de ces nouvelles technologies change la donne de ce côt-là? Je pense que oui. Accroît le phénomène? Ouais, puis de façon plus que, disons, anecdotique ou accidentelle. Puis ça nous amène aux causes, disons, plus individuelles de ces nouvelles formes d'irrationalité. Je pense que une des choses que les sciences cognitives, entre autres, ont démontré de façon très concluante depuis 20 ans, c'est que la rationalité humaine est beaucoup plus fragile et faillible que ce qu'on voudrait bien le penser, puis ce que les philosophes des Lumières, par exemple, au 18e siècle ont pensé. Donc, lorsqu'on regarde les recherches menées par ces scientifiques, on réalise que tout ce qui relève des facultés rationnelles, délibératives, réflexives de l'esprit humain, tout ce système-là travaille de façon assez lente et assez laborieuse. Alors que tout ce qui relève des parties non conscientes de l'esprit humain, donc ce qui est fondé sur nos émotions, nos instincts, nos intuitions, que tous ces mécanismes-là dans l'esprit humain fonctionnent beaucoup plus rapidement. Si bien que, donnant un peu raison au philosophe David Hume, la raison est souvent l'esclave des passions. Donc, d'abord, on forme une opinion, un point de vue sur la base d'émotions ou d'intuitions, d'affects, puis on utilise la raison dans un deuxième temps pour rationaliser des préjugés. En fait, souvent, c'est des préjugés, exactement, des impressions, des intuitions, des partis pris qu'on avait déjà, puis on trouve une rationalisation, puis on utilise nos facultés rationnelles de cette façon-là pour rationaliser une position à laquelle on est arrivé d'une façon non rationnelle. Et Dieu sait que sur Internet, justement, avec les médias sociaux, on peut trouver des tas de faits, des tas d'arguments qui vont venir rationaliser ou argumenter les positions les plus loufoques. Exactement. Donc, l'Internet 2.0 a créé une pluralisation puis une fragmentation très importante de notre espace cognitif. Donc, effectivement, on trouve de tout. Quelqu'un qui est en proie, par exemple, à la radicalisation djihadiste, va trouver des messages facilement sur l'Internet. Mais la même chose pour quelqu'un qui a des préjugés xénophobes et qui considère que l'immigration est la plus grande menace, va trouver aussi des points de vue qui vont alimenter toutes sortes de théories du complot, là. Toutes sortes de théories du complot, exactement. Donc, c'est cette fragmentation du marché cognitif. On trouve rapidement ce qui vient nous conforter, au fond, dans nos préjugés. Donc, c'est en ce sens-là où les causes, disons, institutionnelles sont liées aussi à des causes qui relèvent du fonctionnement même de notre esprit. Et on en revient justement à votre propos principal, c'est-à-dire la capacité qu'on peut avoir aujourd'hui à avoir une véritable conversation démocratique. Alors, encore faut-il que ça se fasse dans les mêmes termes, qu'il y ait un minimum de consensus. Alors, si tout le monde fonctionne en silo, si tout le monde a ses idées préconçues sur des tas de sujets, et si on fonctionne comme ça de façon parcellarisée, en quelque sorte, ça devient de plus en plus difficile à faire. Exactement. Je pense surtout pas qu'il faille renoncer au potentiel de la raison humaine et au potentiel de la délibération entre personnes raisonnables. En fait, c'est ce qu'on a de plus précieux en tant qu'être humain. Mais il est vrai que ça prend des efforts très conscients et volontaires d'entretenir dans notre propre esprit, mais aussi dans nos groupes, ce qu'on pourrait appeler une forme de concurrence cognitive. Il faut absolument toujours chercher à voir quelles sont les meilleures raisons qui font en sorte que d'autres, des concitoyens, ont des points de vue différents des nôtres. Il faut pas toujours se rabattre sur cette idée que c'est leur biais cognitif ou c'est leur préjugé, ainsi de suite. Il faut voir, est-ce qu'il y a là des préoccupations qui sont légitimes? Est-ce qu'il y a là de vrais bons arguments auxquels il faut répondre? Mais ça se fait pas naturellement. Il faut entretenir cette capacité-là. Cette capacité à entretenir le sens critique, c'est le rôle des médias, précisément, qui doivent être les gardiens de ça. Absolument, oui. Est-ce qu'on le joue? Pas forcément. Je pense que c'est plus difficile
difficile pour vous de le jouer aujourd'hui, étant donné justement ces autres médias qui ont émergé. Hein, il y a une concurrence pour les lecteurs, l'auditoire, et ainsi de suite. Donc c'est plus difficile, mais clairement, on n'a pas remplacé ce rôle de garde-fou qui est joué par les grands médias. Ces filtres aussi qui font en sorte qu'on est capable d'avoir accès à de l'information de qualité. Parce que les médias aussi jouent avec l'émotion. Oui. On démissionne parfois. Là, exactement. Parfois, on veut concurrencer ces autres plateformes sur leur terrain. Je pense que c'est la plus grande erreur que les grands médias sérieux peuvent faire, de jouer sur ce terrain-là. Alors, la grande question à plusieurs millions, les conditions d'une véritable conversation démocratique, pour reprendre vos termes, quelles seraient-elles? Donc, il y a des conditions individuelles, entretenir la concurrence cognitive, tenter il faut donner une part de légitimité à ceux qui ont des opinions différentes des nôtres, mais collectivement aussi, toutes les institutions et toutes les pratiques qui peuvent servir à ralentir le temps politique, à ralentir le rythme de la discussion démocratique me semble nécessaire aujourd'hui, que ce soit chez les médias, que ce soit de la façon qu'on conçoit nos institutions représentatives. Il faut qu'on ralentisse la cadence, qu'on se donne le temps de penser individuellement et ensemble. Ça me semble absolument crucial aujourd'hui. C'est comme le fast-food par rapport au slow food, quoi. Exactement. Autant de conditions pour retrouver la raison. Ouais, exact. Merci beaucoup, M. McClure. Merci à vous. Notre invité aujourd'hui, Jocelyn McClure, philosophe et auteur de Retrouver la raison, essai de philosophie publique, publié bientôt au mois de septembre d'ailleurs, chez Québec Amérique. Merci encore. Merci.